Bonjour les élèves, je vous propose cette semaine de faire quelque chose d'un peu particulier par rapport aux autres cours, c'est de faire un cours inversé. Alors un cours inversé, c'est quoi? C'est cette vidéo d'abord que vous allez regarder chez vous et donc vous allez prendre en note en fait le cours comme si vous étiez en classe. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, on va se retrouver en classe par îlot, donc vous allez vous mettre aux quatre coins de la classe par groupe et avoir un petit dossier documentaire à analyser. Et puis on va finir la séance en fait avec un débat sur justement les situations de marché, hein, puisque notre chapitre c'est les mécanismes du marché. On a déjà vu les deux premiers points, et là je vous propose de faire un cours inversé sur le troisième point, qui est les marchés imparfaits. Voilà, donc on va juste voir des petits conseils d'abord, avant de commencer ce cours. Alors, au cours de ce travail-là, vous prenez bien en note, en fait, ce que je vais dire. Donc je vais essayer de faire assez lent aussi pour les définitions, comme d'habitude, mais je vais moins répéter que si on était en cours, puisque là, vous avez la chance d'avoir la vidéo et donc de pouvoir l'arrêter, de reculer, d'avancer si ça va trop lentement ou si ça va trop vite. Voilà. Donc je crois que vous savez à peu près, voilà, vous verrez, avec la pratique, comment ça se passe. Donc on commence avec le grand 3, hein, puisqu'on a fini le grand 2 la dernière fois. Donc le grand 3, la pluralité des situations de marché. Hein, vous retrouvez ce grand titre dans le plan que je vous ai fourni en cours, ou bien sur le site Le Monde des SES. Hein, donc grand 3, la pluralité des situations de marché. Tout d'abord, en A, on va regarder la réalité. Hein, donc dans la réalité, des marchés imparfaits. Voilà, le grand A. Donc, il existe des marchés imparfaits de premier ordre. Le premier ordre, c'est le cas où le marché est rationné. Hein, donc, il y a un rationnement. On va voir ce que c'est. Deux types de rationnement, d'abord. On va voir le rationnement de l'offre, et puis tout à l'heure, le rationnement de la demande. Alors, le rationnement de l'offre. Ça se définit comment? C'est un blocage des prix qui a été mis en place par les pouvoirs publics. Voilà, le rationnement de l'offre, c'est mis en place par les pouvoirs publics, ils bloquent les prix. Vous avez deux exemples que vous allez retrouver dans votre manuel, au document 1, page 70. Moi, je vais en faire deux autres pour permettre d'avoir d'autres exemples que ceux du manuel et pour essayer que vous compreniez un petit peu mieux que s'il n'y avait qu'un seul exemple. Donc, le rationnement de l'offre, c'est quoi? On fixe d'abord un prix, hein, par exemple le SMIC. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, hein, c'est un prix du travail, un salaire, mais un prix, qui permet un blocage du salaire. C'est-à-dire que les patrons ne peuvent pas payer moins que le SMIC les travailleurs. Hein. Quand vous allez travailler, vous, dès lors que vous êtes majeur, vous ne pouvez pas être payé moins que le SMIC. Donc cette limite, en fait, elle limite la demande de travail peu qualifiée pour les entreprises. Hein. Peut-être qu'effectivement, si on payait les salariés 2 € de l'heure, or que le SMIC est plutôt autour de 10 €, bah peut-être qu'il y aurait plus d'emplois. Mais le gouvernement a décidé de mettre un prix plancher, un salaire plancher, pour pas que les gens soient trop pauvres. Hein. Bon, bah ça, c'est un exemple de rationnement de l'offre. Hein. Un blocage de prix qui permet que les salaires soient plus élevés, même si évidemment il peut y avoir du chômage. Donc voilà pour le rationnement de l'offre. Vous verrez aussi dans votre manuel un autre exemple sur la Martinique. Deuxième chose, le rationnement de la demande. C'est un blocage des quantités. Blocage des quantités si l'offre ne peut satisfaire la demande. Donc là, on va prendre l'exemple du contrôle des loyers avec les loyers plafonds. Donc on plafonne certains loyers et ça crée une insuffisance du logement, de l'offre de logement en France. Hein, parce qu'effectivement, il y en a peut-être qui mettraient un logement, un loyer plus cher. Voilà. Et donc cette insuffisance d'offre de logement crée un rationnement de la demande.
ça crée un rationnement de la demande et une pénurie parfois de logements. Donc c'est l'exemple, voilà, vous avez noté des prix plafonds qui entraînent une insuffisance de logement, de l'offre de logement, et donc ça rationne la demande. Pénurie de logement. Ok, donc ça c'était pour les deux exemples du rationnement. Maintenant, on a le cas des marchés imparfaits, dû à la structure du marché. On a deux types d'exemples, que sont le monopole et l'oligopole. La SNCF, pour aller de Rouen à Dieppe, de Dieppe à Rouen, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre la SNCF pour prendre le train. Il n'y a pas d'autre entreprise qui offre ce service. Voilà, exemple de monopole. Et puis les oligopoles, eh bien justement c'est les stations-service. Les stations-service, il y a Total, il y a Shell, il y a quelques exemples comme ça, mais il n'y a pas une multitude, il n'y a pas des milliers d'offreurs d'essence dans France et dans le monde. Donc vous l'avez compris, on va étudier le grand B, l'existence de monopoles et d'oligopoles. Alors, dans ces deux cas, en fait, on a des hypothèses de concurrence pure et parfaite qui ne sont pas respectées. On a vu dans le grand 2 les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Vous pouvez vous y référer, arrêter la vidéo si vous ne vous souvenez plus de ces hypothèses. Alors, il y a deux types d'hypothèses qui ne sont pas respectées dans le cas de monopole ou d'oligopole. Ça va être l'atomicité. L'atomicité n'est pas respectée pour les transports ferroviaires puisqu'il n'y a qu'un seul offreur. Dans le cas de l'oligopole aussi, vous avez quelques offreurs, mais non pas une multitude. Donc il y a atomicité, l'atomicité n'est pas respectée. Ensuite, vous avez des barrières financières à l'entrée qui sont, par exemple, sur la SNCF. Donc c'est une autre entrave à la concurrence pure et parfaite, c'est qu'on ne peut pas rentrer sur le marché ferroviaire comme ça, parce que ça coûte énormément d'argent. Il faut des wagons, il faut les rails qui sont là, ou les louer en tout cas, ces rails. Donc c'est compliqué, il y a une barrière financière très importante, de même que pour le pétrole, aller puiser du pétrole au Rwanda, au Niger ou aux États-Unis, c'est un coût très très onéreux. Donc ça c'est votre grand B. Vous êtes dans le grand B, vous avez écrit grand B, l'existence de monopole, oligopole, vous avez écrit les deux entraves à la CPP. Maintenant, on va se concentrer sur le monopole. Petit 1, qu'est-ce que le monopole? C'est bon, sinon vous prenez votre plan aussi à côté, ça vous regardez, on suit le plan du cours évidemment. Le monopole, c'est un marché caractérisé par la présence d'un seul vendeur. Un marché caractérisé par la présence d'un seul vendeur. Voilà, c'est assez simple à retenir. Vous avez trois origines du monopole. D'abord, le monopole naturel. Le monopole naturel, c'est lié aux conditions techniques de production et à la taille du marché. Par exemple, EDF. EDF, l'électricité de France, a longtemps été un monopole parce qu'il fallait installer des câbles électriques partout en France. Donc, c'était un monopole parce que c'était compliqué, il n'y avait pas d'antenne à l'époque qui permettait une mise en concurrence des entreprises. On n'allait pas faire 3 réseaux électriques en France parce qu'il y avait 3 entreprises, donc c'était beaucoup plus simple et efficace d'en faire qu'un seul et d'avoir un monopole public sur cette activité. Voilà, donc ça c'était le monopole naturel, EDF. Le monopole d'innovation. Vous êtes le premier à sortir l'iPhone. Bon, eh bien, vous avez un monopole transitoire, parce que les autres peuvent après vous copier, excusez-moi. Donc, un monopole d'innovation, parce que vous créez un nouveau produit. Voilà, c'est grâce à la recherche et développement qui a permis, vous mettez exemple, l'iPhone, ou voilà, ça a pu être l'apparition de la télé, par exemple, à une époque. Donc, ensuite, troisième exemple de monopole, le monopole légal. L'État reconnaît ce service public et donc dans la loi on dit, la SNCF par exemple, on se dit voilà,
on garde ça comme service public parce que c'est indispensable. Ça peut être le cas de l'éducation nationale, par exemple. Il y a un monopole ou quasi-monopole sur certains diplômes, par exemple. Parce que ça fait partie des services publics, on veut dans une nation, on veut que les gens soient éduqués, etc. Donc on met en place ce service public-là. Voilà pour les monopoles, les trois types de monopoles. Pourquoi et quelles sont les incidences sur les prix des monopoles? Une entreprise en situation de monopole fait face à la totalité de la demande. Pour cette raison, lorsqu'elle va augmenter sa production, elle va baisser les prix. Et inversement, quand elle baisse la production, ça entraîne une augmentation des prix. Donc il y a ce jeu de marché aussi là. Il y a des économies d'échelle quand elle produit beaucoup, donc elle va baisser les prix. Et si à l'inverse elle baisse sa production, eh bien il y aura un surcoût, une augmentation de prix. Mais dans le cas du monopole, ça entrave la libre concurrence et ça apparaît pour certains économistes comme néfaste parce qu'elle a un pouvoir de marché. En situation de monopole, on peut fixer le prix. Alors, on ne va pas forcément fixer un prix démesuré, un prix trop élevé, parce que sinon ça va dissuader les acheteurs. Donc il faut arbitrer entre la capacité financière de nos acheteurs et en même temps essayer d'avoir un bénéfice, un profit plus important possible. Voilà, donc c'est pour ça que le monopole est considéré par les économistes libéraux comme sous-optimal, qui est plutôt moins efficace que la concurrence pure et parfaite. Voilà, donc ça c'était le cas du monopole.